Dans toute la vallée de Saint-Christol, personne n'osait soutenir son regard, non parce qu'il était violent, du moins jamais sans raison, mais parce qu'il y avait, dans sa façon d'avancer lente et ferme, avec cette claudication qui le faisait ressembler à un orage progressant sans hâte quelque chose, qui avertissait tout homme doté d'un instinct sain qu'il avait vu des choses que la plupart préféraient ne jamais imaginer. Il s'appelait Romain Delmas, et dans 3 départements du Midi, ce nom ne signifiait qu'une chose ne le provoquait pas. Le jour où tout bascula durant l'été 1892 commença comme n'importe quel mardi brûlant. La poussière recouvrait le chemin de terre comme une seconde peau. Le soleil frappait sans pitié. Et Romain rentrait du bourg sur sa vieille mule, chargée de sacs de semences destinés à sa ferme, lorsqu'il entendit un son qui glaça l'air autour de lui. Un cri bref sec interrompu au milieu. Le genre de cri qui ne réclame pas de secours parce qu'il sait déjà que personne ne viendra. Il arrêta la mule, ferma les yeux une seconde et prit une décision qui allait une nouvelle fois changer sa vie. Mais pour comprendre ce qui se produisit ce mardi-là, il faut d'abord comprendre qui était Romain Delmas. Et cela demande du temps, car les hommes comme lui ne s'expliquent pas en une seule phrase. Romain était né dans une petite ferme au pied des Cévennes, 42 ans avant ce mardi. Son père était un homme silencieux qui parlait avec ses mains, travaillant la terre depuis le lever du soleil jusqu'à sa disparition derrière les crêtes. Sa mère était morte jeune, emportée par une fièvre, alors qu'il n'avait que 7 ans. Ce jour-là, il avait appris que la douleur ne disparaît pas, elle s'installe, trouve sa place et finit par devenir une partie du corps comme un os supplémentaire. Il grandit parmi les bêtes, les outils et le silence. Il apprit seul à lire, à l'aide d'une vieille Bible et d'un almanach dont personne ne se rappelait l'année. Il sut tirer au fusil avant de bien tenir en selle. Et surtout, il comprit que dans cette vallée, la justice ne venait jamais d'elle-même, il fallait aller la chercher ou la faire soi-même. À 10 à 8 ans, il connut son premier véritable affrontement. 3 hommes se présentèrent à la ferme de son père pour exiger de l'argent en échange de leur prétendue protection. Son père était malade. Romain les reçut sur le seuil, une vieille carabine entre les mains et un regard qui ne tremblait pas. Les 3 repartirent. L'un d'eux promit de revenir. Il revint, mais cela appartient à une autre histoire. Ce qui compte, c'est qu'à partir de ce jour, Romain comprit que la peur était un outil, non pas quelque chose que l'on subit, mais quelque chose que l'on peut faire naître chez les autres lorsque cela devient nécessaire. Pendant des années, il s'en servit avec adresse trop bien, selon certains. À 25 ans, il devint régisseur d'un grand domaine plus au nord. 30 ouvriers agricoles étaient placés sous ses ordres. Il maintenait l'ordre sans presque jamais hausser la voix, mais lorsqu'il le faisait, le silence qui suivait était absolu. C'est là qu'il rencontra Élise, la fille du cuisinier. Son rire ressemblait à de l'eau courant sur des pierres. Romain, qui n'était homme, ni de grands discours, ni de gestes démonstratifs, mit 6 mois à lui avouer ce qu'il éprouvait. Il s'y prit maladroit, les mains moites et les yeux fixés sur le sol. Elle le comprit, malgré tout. Ils se marièrent l'année suivante. Ils connurent 3 années, heureuses 3 années, que Romain conserva ensuite quelque part au fond de sa poitrine, dans un lieu où le froid ne pouvait pas entrer. Puis vint la sécheresse. Puis les dettes. Puis les hommes qui se nourrissent des dettes des autres. Et enfin cette nuit dont Romain ne parlait jamais, la nuit où il perdit Élise. Et où il reçut sa claudication. Elle datait de cette même nuit, lorsqu'il avait tenté de la défendre et était arrivé trop tard. Une balle avait traversé sa jambe droite qui n'avait jamais complètement guéri. Les médecins lui avaient dit qu'il avait eu de la chance de ne pas la perdre. Romain n'avait jamais su s'il fallait appeler cela de la chance. Il passa 2 années seul. Il reconstruisit sa ferme de ses propres mains lentement, sans se presser, comme un homme qui n'a nulle part où arriver. Les voisins le respectaient, les étrangers l'évitaient. Et dans cet étrange équilibre entre solitude et calme, il avait trouvé quelque chose qui ressemblait à la paix. Quelque chose seulement, car la vraie paix, celle qui permet de dormir sans sursauter, ne lui était jamais tout à fait revenue. Ce mardi-là, lorsqu'il entendit le cri sur le chemin, Romain Delmas ne s'était mêlé des affaires d'autrui depuis exactement 4 ans. 4 années à se répéter qu'il avait suffisamment payé, suffisamment donné,
et que le monde continuerait de tourner avec ou sans son intervention. Il arrêta sa mule, ferma les yeux, et dans le silence de cette seconde, entendit de nouveau l'écho de ce cri bref sec, brisé. Alors il sut qu'il ne pouvait pas poursuivre sa route. Non parce qu'il était un héros, ni parce qu'il cherchait une rédemption, mais parce qu'il existait une différence entre l'homme qu'il était encore et celui qu'il deviendrait s'il faisait tourner la mule et s'éloignait. Il descendit de l'animal avec ce mouvement lent et maîtrisé que sa jambe blessée lui avait appris. Il attacha les rênes à une branche, tira de sa ceinture la longue serpe dont il se servait pour débroussailler, et marcha vers les fourrés, là où la poussière s'élevait en petits nuages et où le silence avait déjà l'odeur de la peur. Ce qu'il découvrit de l'autre côté du chemin allait le placer face à 3 hommes, armés, une jeune femme à terre, et une décision dont toute la vallée parlerait pendant des années. Elle devait avoir 20 et 1 an tout au plus. À genoux dans la terre sèche, les bras croisés contre sa poitrine, comme si elle tentait de se faire plus petite, elle portait une robe claire couverte de poussière aux manches et déchirée à l'épaule droite. Ses cheveux noirs lui tombaient devant le visage. Elle ne pleurait pas. Ce fut la première chose que Romain remarqua. Elle ne pleurait pas. Elle serrait les dents et fixait le sol avec une intensité qui n'était pas de la résignation, mais de la résistance. Les 3 hommes se tenaient debout autour d'elle. Le premier était grand, coiffé d'un large chapeau de feutre, avec un revolver suspendu à la ceinture qu'il n'avait pas encore tiré. Le deuxième, plus jeune et nerveux, promenait sans cesse ses yeux d'un côté à l'autre, comme s'il s'attendait à voir surgir quelqu'un. Le troisième était le plus dangereux. Romain le comprit aussitôt, non à cause de sa taille moyenne, ni de ses armes visibles, mais à cause de son calme. Il se tenait les bras croisés, observant la jeune femme, avec une expression dépourvue d'urgence, celle d'un homme qui sait qu'il a tout son temps et que personne ne viendra l'interrompre. Romain sortit des fourrés sans courir. Il avança lentement, de ce pas ferme et inégal que lui imposait sa jambe, comme s'il se promenait sur ses propres terres. Le bruit de ses bottes sur la terre sèche fit se retourner les 3 hommes en même temps. Le nerveux porta la main à sa ceinture, le grand plissa les yeux. Le calme, lui, ne bougea pas. Ce fut lui qui parla le premier. Il déclara qu'il n'y avait rien à voir et ordonna à Romain de continuer son chemin. Romain ne répondit pas tout de suite. Il regarda la jeune femme. En entendant ses pas, elle avait relevé la tête. Ses yeux étaient grands et sombres, habités par cet étrange mélange de peur et de fierté que Romain avait autrefois vu chez Élise, chez sa mère, chez toutes les femmes qui apprennent trop jeunes que le monde peut être brutal. Romain ne prononça que quelques mots « Est-ce que vous allez bien ?» La jeune femme ouvrit la bouche. L'homme calme fit un pas en avant et déclara qu'elle ne répondrait à rien, que cela ne regardait personne d'autre. Romain le regarda directement pour la première fois, sans hâte, sans menace apparente sur le visage, seulement avec ce regard que les habitants de la vallée connaissaient, celui d'un homme qui a déjà calculé tout ce qui va se produire au cours des 30 prochaines secondes et que le résultat ne surprendra pas. Le nerveux sortit son revolver. Il ne le pointa pas vraiment, se contentant de le montrer comme on abat une carte. Romain ne baissa même pas les yeux vers l'arme. Il continua de fixer l'homme calme et dit d'une voix basse et régulière que le garçon nerveux placé à sa gauche allait ranger ce revolver faute, de quoi la situation deviendrait très désagréable pour tous les 3. Le grand laissa échapper un rire bref et répondit qu'il n'avait devant eux qu'un vieux boiteux armé d'une serpe. Il lui conseilla de faire demi-tour avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Romain acquiesça lentement, comme s'il examinait sérieusement l'argument, et lui accordait le bénéfice du doute, puis il fit 2 pas en avant. Ces 2 pas changèrent l'atmosphère du chemin d'une manière que les 3 hommes ressentirent avant de la comprendre, car ce n'étaient pas les pas d'un assaillant, mais ceux de quelqu'un qui avait déjà choisi et ne se souciait plus de ce qui suivrait. L'homme calme fut le premier à le lire correctement. Il décroisa les bras. Ses yeux glissèrent une fraction de seconde vers la ceinture de Romain, vers la serpe, puis vers ses mains. Romain reprit la parole sans hausser la voix. Il déclara qu'il connaissait les 3 hommes de vue, qu'il savait où ils vivaient et connaissait les noms de leur famille, que dans cette vallée, tout finit par se savoir et que rien ne s'oublie, et que si dans les 10 secondes suivantes, il ne s'éloignait pas de cette jeune femme, il ferait en sorte que chaque ouvrier, chaque régisseur et chaque propriétaire terrien de 3 départements sachent exactement ce qu'ils étaient et ce qu'ils avaient tenté de faire sur ce chemin un mardi d'été.
Le silence qui suivit dura plus de 10 secondes. Le nerveux fut le premier à baisser son revolver. Il regarda ensuite l'homme calme, attendant ses instructions. Celui-ci resta longtemps silencieux. Il étudia Romain avec son calme habituel, mais une fissure y était apparue, une petite hésitation qui n'existait pas auparavant. Le grand cracha par terre, marmonna quelque chose que Romain ne voulut pas entendre, puis tous trois commencèrent à reculer. Lentement, avec cette fausse dignité des hommes qui battent en retraite, en prétendant l'avoir décidé eux-mêmes. L'homme calme fut le dernier à se détourner. Avant de le faire, il regarda encore une fois Romain. Il ne prononça rien, mais son regard contenait une promesse que Romain reconnut sans avoir besoin de mots. Il avait déjà adressé lui-même ce genre de promesse autrefois. Il savait exactement ce qu'elle signifiait. Lorsqu'ils disparurent dans la poussière du chemin, Romain s'approcha de la jeune femme. Il s'accroupit avec difficulté, car son genou droit protestait chaque fois qu'il descendait trop vite, puis lui tendit la main. Elle la prit, se releva, et épousseta sa robe avec des gestes rapides et précis, comme si elle avait besoin d'occuper ses mains pour ne pas trembler. Romain attendit. Elle donna son nom, Lucie. Lucie Bernard, fille d'Étienne Bernard, propriétaire des terres situées au sud du Gardon. Romain acquiesça. Il connaissait le nom, non l'homme personnellement, mais l'histoire de la propriété de bonnes terres, des terres que d'autres convoitaient. Lucie leva les yeux et le regarda vraiment pour la première fois. Elle lui demanda pourquoi il s'était arrêté. Tout le monde dans la vallée savait que Romain Delmas ne se mêlait pas des affaires des autres. Il ne répondit pas immédiatement. Il ramassa son chapeau tombé à terre, sans qu'il s'en aperçoive, et le remit lentement. Puis il murmura presque pour lui-même que certaines affaires cessent d'être étrangères dès l'instant où on les entend. Lucie resta silencieuse un moment, puis lui demanda s'il pouvait l'accompagner jusqu'à la ferme de son père à une demi-heure à cheval. Sa monture s'était enfuie au premier cri. Romain regarda vers le chemin où il avait laissé sa mule, puis vers le soleil, qui commençait à descendre bien qu'il restât encore plusieurs heures de lumière. Il acquiesça, et sans davantage de paroles, ils se mirent en route. Ce fut dans ce silence que Romain éprouva pour la première fois depuis longtemps une sensation oubliée. Ce n'était ni de la tranquillité, ni de la satisfaction, plutôt un avertissement intérieur, la certitude que ce mardi n'était pas terminé, que les trois hommes dans la poussière n'étaient pas le commencement du problème, mais seulement sa face visible, et que la jeune femme marchant à ses côtés portait une histoire bien plus lourde que son âge ne le laissait deviner. La ferme d'Étienne Bernard était plus vaste que Romain ne l'avait imaginé. Non pas luxueuse loin de là, mais étendue. Les clôtures de bois se prolongeaient aussi loin que le regard entourant une terre sèche pourtant travaillée avec soin. Il y avait des enclos où paissaient des bêtes maigres, une vieille grange dont le toit avait été partiellement réparé et une maison principale en pierre, crépie autrefois blanche, devenue de la couleur de la poussière qui recouvrait tout le reste. Lorsqu'ils arrivèrent, le soleil était plus bas et l'air avait perdu une partie de son poids. Lucie entra. Isnta. Romain resta dehors auprès de sa mule, attendant sans savoir exactement pourquoi. Il aurait pu faire demi-tour à tout instant. Rien ne le retenait, et pourtant quelque chose le maintint immobile près de cette clôture de bois, tandis qu'il écoutait les voix à l'intérieur. Une voix d'homme, vieille et rauque, demanda ce qui s'était passé. La voix de Lucie répondit avec maîtrise, ne racontant que le strict nécessaire. Puis il y eut un silence. Ensuite des pas. Étienne Bernard apparut sur le seuil de la maison. Il devait avoir une 60aine d'années et était plus maigre qu'il n'aurait dû l'être. Le col de sa chemise était ouvert, ses yeux avaient la couleur de la terre mouillée. Il s'appuyait sur une canne non à cause de l'âge, mais d'une ancienne blessure, qui déportait sa hanche vers la droite. Il observa longuement Romain, avant de parler. Lucie lui avait tout raconté, dit-il. Il était un homme qui remerciait difficilement, mais cette fois il n'avait pas le choix. Romain répondit que ce n'était pas nécessaire. Étienne secoua la tête. Si cela l'était. Dans la vallée, les gens avaient appris à détourner le regard, et cette habitude avait un prix qu'il connaissait mieux que personne. Il invita Romain à entrer boire quelque chose. Romain hésita. Les sacs de semences attendaient toujours sur la mule, et sa propre ferme se trouvait encore à 1 heure de chemin. Pourtant, quelque chose dans la voix d'Étienne n'était pas seulement de la politesse, c'était une urgence déguisée en invitation. Il entra. L'intérieur de la maison était propre mais fatigué.
Les meubles étaient peu nombreux et fonctionnels. Un crucifix pendait au mur de la salle à manger, ainsi qu'une photographie encadrée représentant une jeune femme dont Romain ne demanda pas l'identité. Lucie servit du café sans qu'on le lui demande, puis s'assit au bout de la table, les mains jointes sur le bois pour écouter. Étienne parla lentement et alla droit au but. Les 3 hommes qui avaient agressé Lucie n'étaient pas des bandits de grand chemin. Ils travaillaient pour Auguste Ménard. Romain connaissait ce nom. Toute la région le connaissait. Auguste Ménard possédait l'un des plus vastes domaines agricoles de Lozère et avait bâti sa fortune en rachetant des terres précisément au moment où leurs propriétaires n'avaient plus le choix sécheresse dette maladie. Ménard arrivait toujours à l'instant opportun avec une offre qui n'était qu'une menace enveloppée dans du papier de qualité. Étienne expliqua que depuis 2 ans, Ménard cherchait à lui acheter sa propriété. D'abord, il y avait eu des lettres officielles. Ensuite, des visites de représentants, puis de petits incidents, une clôture brisée du bétail retrouvé mort sans cause claire, un début d'incendie dans la grange qui n'avait pas fait davantage de dégâts grâce à la chance et à quelques seaux d'eau. Et maintenant, ces hommes attendant Lucie sur le chemin qu'elle empruntait chaque mardi pour aller vendre ses fromages au bourg et rapporter des provisions. Romain écouta sans l'interrompre et but son café lentement. Quand Étienne eut terminé, un silence s'installa que ni l'un ni l'autre ne combla tout de suite. Romain demanda enfin pourquoi il n'avait pas saisi les autorités. Étienne le regarda avec une expression qui n'était pas de l'amertume, mais quelque chose de plus ancien, une acceptation dépourvue de résignation. Le brigadier de gendarmerie du bourg était le beau-frère de l'un des associés de Ménard, expliqua-t-il. Et le juge de paix avait reçu assez d'argent pour ne pas voir ce qu'il ne désirait pas voir. Dans ce département, la loi appartenait au même homme que les plus grandes terres. Romain ne répondit pas car il n'y avait là rien de nouveau. C'était toujours la même histoire, celle qu'il avait rencontrée dans d'autres vallées et sous d'autres noms. Le pouvoir bâtissait ses propres murs, puis engageait quelqu'un pour les garder. Lucie parla alors pour la première fois depuis qu'il s'était assis. Elle dit qu'elle avait peur non pas d'une manière vague, mais d'une personne précise. L'homme calme qui commandait aux 2 autres s'appelait Victor Ferrand. C'était l'homme de confiance de Ménard. Lorsque Ferrand se déplaçait en personne, il ne s'agissait plus d'un avertissement mais d'un ultimatum. Romain tourna la tête vers elle et demanda comment elle connaissait son nom. Lucie hésita une seconde. Ferrand était déjà venu à la ferme 3 semaines auparavant. Il était arrivé en plein jour, courtois le chapeau à la main, parlant au nom de Ménard. Il avait dit à son père que l'offre ne resterait pas éternellement sur la table, et au moment de repartir, il avait posé sur elle un regard qui n'avait eu besoin d'aucun mot pour exprimer ce qu'il signifiait. Étienne frappa la table de la paume doucement mais fermement. Il ne vendrait pas. Ces terres appartenaient à sa famille depuis 3 générations. Sa femme y était enterrée, sa fille y était née, et aucun homme riche dépourvu d'honneur ne lui prendrait ce qui ne lui appartenait pas. Romain l'observa. Dans cet homme vieux, maigre et blessé, il reconnut avec netteté la même obstination qu'il avait contemplée dans son propre miroir pendant des années, cette conviction qui refuse de calculer les chances, parce qu'elle sait qu'en commençant à les calculer, elle perdrait avant même d'avoir commencé. Il demanda combien d'ouvriers vivaient sur le domaine. Étienne répondit qu'ils étaient 4, 2 hommes vieillissants, un jeune sans expérience des conflits, et son neveu travailleur et fiable mais pas davantage homme de combat. Romain acquiesça lentement, se leva, prit son chapeau et déclara qu'il allait réfléchir. Étienne le regarda avec un mélange d'espoir et de fierté blessée. Il ne demandait pas la charité. Si Romain choisissait de les aider, ce serait un accord entre hommes du travail contre du travail, aucun de ces services qui deviennent ensuite un poids. Romain répondit qu'il comprenait, et que c'était précisément pour cela qu'il devait réfléchir. Il sortit, remonta sur sa mule, avec ce mouvement mesuré que sa jambe lui imposait, et reprit le chemin de sa ferme, sous un ciel qui virait à l'orange. Mais dans sa tête, le nom de Victor Ferrand n'était déjà plus une simple information. Il s'était installé dans cet endroit où Romain rangeait tout ce qu'il ne pouvait ignorer. Et tandis que la mule progressait lentement sur la piste, il savait déjà que la réponse qu'il donnerait à Étienne Bernard ne serait pas non. Cette nuit-là, Romain dormit mal. Ce n'était pas l'insomnie des hommes nerveux, mais celle des hommes qui pensent trop lorsque le monde se tait. Il se leva 2 fois d'abord pour boire de l'eau, puis pour s'asseoir sous l'auvent de sa ferme et regarder les étoiles avec cette patience
que la solitude finit par enseigner. La ferme était petite mais solide. Il l'avait rebâtie seul mur après mur, après cette nuit dont il ne parlait jamais. Il y avait quelque chose de réparateur dans le fait de construire de ses mains, de poser une pierre sur une autre, et de savoir qu'elle ne bougerait pas à moins qu'on ne la déplace soi-même. La vie ne fonctionnait pas ainsi, mais les murs, oui. Il pensa à Lucie à ses yeux, lorsqu'elle s'était relevée à la manière dont elle avait épousseté sa robe sans demander d'aide. Il y avait chez elle quelque chose de plus ancien que son âge, une maturité qui ne vient pas des livres mais du spectacle d'un monde capable d'abandonner ceux qui le méritent le moins. Il pensa à Étienne à ses mains sur la table à la photographie de la femme que personne n'avait nommée à cette terre qui était à la fois une tombe, un berceau et le dernier argument qui lui restait. Puis il pensa à Ferrand. Cela lui prit le plus de temps, car Ferrand n'était pas un homme d'impulsion, mais un homme de plan. Et les hommes qui planifient sont plus dangereux que les violents, les dégâts qu'ils préparent sont plus difficiles à voir venir. Le lendemain, avant que le soleil soit entièrement levé, Romain sella sa mule et prit la route du sud. Il arriva chez les Bernard alors qu'Étienne examinait déjà une clôture desserrée à l'angle d'un enclos. Le vieil homme le vit approcher sans surprise comme s'il l'avait attendu. Romain descendit de sa monture et annonça qu'il avait des conditions. Étienne posa son marteau et écouta. Romain en formula 3. Premièrement, il resterait sur le domaine tant que durait le problème non comme salarié, mais comme présence. Deuxièmement, il irait parler en personne à Ménard avant que quoi que ce soit d'autre ne se produise, parce que les problèmes que l'on refuse d'affronter de face finissent toujours par coûter davantage. Troisièmement, si la situation empirait, Étienne devait lui promettre que Lucie quitterait la ferme pour se réfugier chez une personne de confiance loin de la vallée. Étienne écouta sans interrompre, puis tendit la main. Romain la serra. Ainsi, sans contrat, sans témoin et sans phrases inutiles, fut conclu un accord qui allait redéfinir le destin de toute la vallée. Les premiers jours furent consacrés à l'observation. Romain parcourut les limites du domaine, apprit les chemins, les angles morts et les endroits où les clôtures étaient faibles. Il parla aux 4 hommes qui travaillaient pour Étienne. 2 étaient frères Gaspard et Firmin, la quarantaine de grandes mains et peu de paroles. Le plus jeune s'appelait Paul. Il avait 10 à 9 ans et une énergie nerveuse qui pouvait être utile ou dangereuse selon la manière dont on la dirigeait. Le neveu d'Étienne Henry avait un peu plus de 30 ans. Plus intelligent que robuste, il possédait un excellent sens du détail. Romain leur parla sans détour. Il n'était pas là pour se battre si cela pouvait être évité. La meilleure défense n'était pas une arme, mais l'information. Il fallait savoir quand et d'où viendrait le prochain mouvement de Ménard avant qu'il ne se produise. Gaspard demanda si Romain comptait affronter directement le propriétaire. Romain répondit qu'il irait au domaine de Ménard lui parler, car parfois la seule façon de mesurer un homme consiste à le regarder en face. Firmin déclara que c'était de la folie. Romain acquiesça. Probablement oui, mais une folie calculée n'était pas la même chose qu'une folie sans direction. Lucie avait tout écouté depuis la porte de la cuisine. Lorsque les ouvriers se dispersèrent, elle s'approcha et demanda à voix basse s'il croyait vraiment que Ménard accepterait de s'asseoir avec lui. Romain répondit qu'il n'en savait rien, mais que si Ménard refusait de parler, ce refus constituerait lui aussi une information. Les hommes qui évitent les conversations sont souvent ceux qui ont le plus à cacher. Elle le regarda un instant, puis lui révéla quelque chose qu'il n'attendait pas. Ménard avait connu sa mère. Des années auparavant, lorsqu'elle vivait, encore il avait essayé d'acheter les terres de façon légitime. Elle avait refusé avec des mots courtois mais fermes, et il s'était retiré sans incident. La différence, expliqua Lucie, était que sa mère avait été respectée dans la vallée d'une manière que son père, pourtant bon et honnête, n'avait jamais tout à fait obtenue. Être que le respect qui manquait à Étienne était précisément le bouclier dont ils avaient besoin. Romain assimila cette information en silence, puis demanda de quoi sa mère était morte. Lucie marqua une seconde d'arrêt. Elle répondit qu'une maladie l'avait emportée, mais ses yeux racontèrent autre chose. Romain n'insista pas. Il avait appris que les demi-vérités étaient elles aussi des renseignements, et qu'il arrivait que le moment de poser la seconde moitié d'une question ne soit pas encore venu. Cet après-midi-là, il envoya Paul au bourg avec un billet destiné au domaine Ménard. Quelques lignes écrites de sa main, Romain Delmas sollicitait un entretien avec M. Auguste Ménard.
l'affaire concernait leurs intérêts respectifs. Il attendait une réponse avant vendredi. Paul revint le lendemain avec le visage d'un homme qui avait vu quelque chose d'inattendu. À la grille du domaine, l'homme qui avait reçu le billet l'avait lu plié et emporté sans un mot. Paul avait attendu 20 minutes debout sous le soleil. Un autre homme plus jeune était finalement sorti et lui avait annoncé que M. Ménard connaissait déjà le nom de Romain Delmas et que la rencontre aurait lieu jeudi à 3 heures de l'après-midi dans sa propriété. Romain écouta acquiesça, mais sentit dans son ventre quelque chose qui n'était pas de la peur, cette vieille reconnaissance du moment où les pièces sont déjà en mouvement, où quelqu'un de l'autre côté a lui aussi réfléchi et où jeudi à 15 heures, il se jouerait bien davantage qu'une conversation entre deux hommes à propos de quelques hectares. Le domaine d'Auguste Ménard était tout ce que celui des Bernard n'était pas, non par la qualité de la terre, mais par l'étalage du pouvoir. Les murs, hauts et fraîchement blanchis à la chaux, entouraient une grande demeure. La grille de fer ouvragée portait un monogramme en son centre. Les jardins intérieurs étaient irrigués, ce qui, dans cette vallée sèche, ressemblait presque à une provocation. 4 hommes attendaient à l'entrée armés avec discrétion, mais suffisamment visibles pour que leur présence serve de message. C'était le genre de garde qui ne cherche pas à se dissimuler parce que sa visibilité constitue précisément le message. Romain arriva seul comme il l'avait prévu. Non par bravoure impulsive, mais parce que venir accompagné aurait signifié la même chose que venir avec la peur, et il n'avait apporté ni homme ni peur, ou du moins il ne montrerait ni l'un ni l'autre. On le fit patienter 15 minutes dans un salon, au fauteuil de cuir ouvert sur le jardin par une haute fenêtre. C'était un jeu ancien faire attendre quelqu'un afin qu'il sente lequel des deux possède le temps et lequel en manque. Romain s'assit le dos droit et contempla les arbres sans manifester d'impatience. Lorsqu'Auguste Ménard entra, il le reconnut aussitôt bien qu'il ne l'eût jamais rencontré. Il était plus petit que sa réputation ne le laissait imaginer, proche de la soixantaine, élégamment vêtu, sans ostentation, la moustache grise taillée avec une précision méticuleuse et des mains qui ressemblaient davantage à celles d'un comptable qu'à celles d'un propriétaire terrien. Ses yeux étaient ce qu'il avait de plus remarquable clair évaluateur, les yeux d'un homme qui additionne et soustrait sans cesse et se trompe rarement dans ses calculs. Ménard tendit la main. Romain la serra. Ils s'assirent face à face dans la fraîcheur de la pièce, et Ménard parla le premier. Il connaissait la réputation de Romain, un homme qui résolvait les problèmes, et qui avait eu, disait-on, une existence intéressante. Il le dit avec respect, mais aussi pour lui faire comprendre qu'il avait enquêté. Romain répondit qu'il avait lui aussi fait ses recherches, et que c'était précisément la raison de sa présence. Ménard acquiesça. Il déclara apprécier sa frankness, employant le mot anglais avec l'aisance de quelqu'un qui avait reçu une partie de son éducation loin de la région, puis lui demanda ce qu'il voulait. Romain répondit qu'il ne voulait qu'une chose, que les hommes de Ménard laissent la famille Bernard tranquille, qu'Étienne avait le droit de demeurer sur ses terres, que les pressions, les incidents et ce qui s'était produit sur le chemin avec Lucie devaient cesser. Ménard écouta sans modifier son expression, puis sourit. Un sourire étroit, sans joie, de ceux qu'utilisent les hommes qui ont déjà tenu cette conversation bien des fois et savent comment elle se termine. Il affirma ignorer de quels incidents Romain parlait. Il était un homme d'affaires. S'il avait présenté une offre à M. Bernard, c'était parce que cette propriété l'intéressait économiquement. Il ne pouvait pas contrôler ce que des ouvriers libres faisaient dans la vallée pendant leur temps personnel. Romain le regarda un moment sans répondre. Puis il dit qu'il comprenait cette position. Elle était commode, elle permettait à Ménard de n'assumer aucune responsabilité pendant que ses hommes accomplissaient le travail sale. Mais cette distance avait un coût. Si les incidents continuaient, Romain ne pourrait pas davantage garantir ce qu'il déciderait de faire des informations qu'il possédait, et ces informations comportaient des noms, des dates et des témoins. Ménard cessa de sourire non par colère, mais parce qu'il était devenu attentif. La différence était essentielle. Un homme en colère commet des erreurs. Un homme attentif devient plus prudent. Il demanda de quelle sorte d'informations il s'agissait. Romain répondit qu'elles intéresseraient certains journalistes parisiens, notamment un chroniqueur qui enquêtait depuis des années sur la concentration des terres agricoles dans le Midi. Cet homme avait déjà des sources. Romain pouvait en devenir une de plus.
Ménard s'adossa à son fauteuil, croisa les mains sur son ventre et l'étudia avec son regard de comptable. Puis, il prononça des paroles que Romain n'attendait pas. Il disait le respecter. Peu d'hommes entraient seuls dans cette pièce pour lui parler ainsi. Il appréciait le courage, même lorsqu'il ne partageait pas la cause. Romain répondit qu'il ne s'agissait pas de courage mais de calcul. Les problèmes que l'on ne règle pas par les mots finissent par coûter davantage qu'ils ne valent aux deux camps. Ménard acquiesça lentement. Il réfléchirait à la situation. Il ne promettait rien, mais il avait entendu. Il accordait 1 semaine à Romain pour que le vieux Bernard reconsidère son offre, une offre équitable, insista-t-il, supérieure à la valeur réelle des terres. Romain répondit que cela ne concernait que Ménard et Bernard, qu'il n'était pas leur intermédiaire, et que son unique message était le suivant: les pressions devaient cesser. Ménard le fixa, puis inclina une seule fois la tête, comme un magistrat prononçant un jugement. Romain se leva et reprit son chapeau. Il atteignait la porte lorsque Ménard parla encore sans élever la voix. Romain devait savoir que Victor Ferrand l'avait lui aussi reconnu. Ferrand avait une excellente mémoire. Il se souvenait d'un incident survenu des années auparavant, dans un autre domaine et dans un autre département. Romain s'immobilisa, une main sur le chambranle. Il ne se retourna pas tout de suite. Quand il le fit, son visage ne révélait rien. La mémoire était un outil utile, répondit-il. La sienne aussi était bonne. Et si celle de Ferrand l'était autant, alors Ferrand se rappelait certainement ce qui était arrivé la dernière fois qu'un homme avait tenté de se servir du passé de Romain comme d'un levier. Il quitta le salon, traversa la cour, passa devant les 4 gardes sans les regarder, monta sur sa mule et reprit le chemin du retour sans se presser. Pourtant, les paroles de Ménard continuèrent de tourner dans sa tête, non à cause de la menace elle-même, mais de ce qu'elle impliquait. Ménard savait qui il était. Il connaissait son passé et l'avait mentionné avec ce ton particulier des hommes qui conservent une information jusqu'au moment où elle fera le plus mal. Romain ignorait encore exactement ce que Ménard savait, et si cela suffirait à changer le regard que Lucie et Étienne portaient sur lui. La question l'accompagna durant tout le trajet et resta sans réponse lorsqu'il atteignit la ferme. Le soir même, il raconta à Étienne l'essentiel de l'entretien. Pas tout. Il tut ce que Ménard avait dit de Ferrand et de son passé, non par orgueil, mais parce que ce problème lui appartenait et qu'il ne voulait pas charger le vieil homme d'un poids supplémentaire. Étienne l'écouta, les coudes sur la table et les yeux fixés sur un café qu'il ne buvait pas. Lorsque Romain eut terminé, il déclara que Ménard n'avait jamais respecté un accord lorsque le rompre l'avantageait. 1 semaine de calme ne signifiait rien. Le véritable danger n'était pas la pression visible, mais ce qui venait après elle. Romain partageait son avis. Il fallait donc bien employer cette semaine, c'était un temps de préparation, non de relâchement. Étienne demanda ce que signifiait se préparer. Romain répondit que cela exigeait 3 choses. Premièrement, envoyer Lucie chez quelqu'un hors de la vallée comme convenu. Deuxièmement, renforcer les points faibles du domaine sans donner l'impression qu'ils étaient renforcés. Troisièmement, trouver des alliés, car dans ce genre de conflit, celui qui rassemble le plus de monde ne gagne pas nécessairement, mais celui qui demeure le plus seul perd toujours. Étienne accepta le premier point avec difficulté. Éloigner Lucie lui coûtait davantage qu'il ne voulait l'avouer. Elle était son unique fille, son seul lien, vivant avec la femme de la photographie. Il finit pourtant par acquiescer et évoqua une sœur installée à Méruès à 2 journées de route qui pourrait l'accueillir. Lucie, qui écoutait une nouvelle fois depuis la porte de la cuisine, entra alors et déclara qu'elle ne partirait nulle part. Sa voix n'était pas celle d'une enfant demandant une permission, mais celle d'une femme prenant une décision. Étienne ouvrit la bouche. Romain l'arrêta d'un léger geste, regarda Lucie et lui demanda si elle savait tirer. Sa mère lui avait appris, répondit-elle. Elle maniait le fusil de chasse depuis l'adolescence. Romain acquiesça. Si elle restait, elle ne resterait pas comme une personne à protéger, mais comme une participante active à la défense de la ferme. Cela comportait des devoirs et pas seulement des droits. Lucie répondit qu'elle le comprenait. Étienne regarda Romain avec un mélange de déconcertement et de quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. La question fut ainsi tranchée. La semaine suivante se déroula dans un travail silencieux. Gaspard et Firmin consolidèrent les clôtures avec de nouveaux piquets aux endroits marqués par Romain.
Paul apprit à monter la garde sans s'endormir, ce qui demanda 2 nuits d'exercice et une réprimande qu'il n'oublia pas. Henri se révéla habile avec les chiffres et la plume. Romain lui demanda de tenir un registre de tout ce qui se produisait, chaque visite, chaque incident, chaque nom. Romain lui déposait immédiatement devant un tribunal, mais parce qu'un registre change la nature des faits. Ce qui est écrit existe autrement que ce qui demeure seulement dans la mémoire. Romain quitta également le domaine à 2 reprises cette semaine-là. La première fois, il rendit visite à un ancien camarade installé au nord de la vallée Bastien Barjac, qui avait été intendant de 3 grands domaines et connaissait tout le monde. Barjac écouta en plissant les yeux, puis expliqua qu'Étienne n'était pas le premier propriétaire que Ménard cherchait à chasser de ses terres. 2 autres fermiers subissaient des pressions semblables. Il serait peu, être utile qu'ils apprennent qu'ils n'étaient pas seuls. Romain répondit que c'était exactement ce qu'il pensait. Sa 2e sortie le conduisit au bourg dans l'auberge où se retrouvaient les hommes qui savaient des choses. Il n'y alla pas pour boire, mais pour écouter. Ce qu'il entendit le laissa immobile, 1 seconde de plus que d'ordinaire. Ferrand était venu 2 jours auparavant. Il avait posé des questions sur Romain, sans menace ouverte, avec cette curiosité particulière des hommes qui ont déjà pris leurs décisions et ne font plus que compléter leurs informations. Quelqu'un lui avait appris que Romain vivait seul, que sa ferme était petite et qu'il n'avait plus de famille. Sur le chemin du retour, Romain réfléchit à cela. Ferrand évaluait ses faiblesses. C'était exactement ce que lui-même aurait fait. Le problème était que Ferrand ne se trompait pas complètement. Romain était seul, sa ferme était vulnérable, et l'absence de famille pouvait apparaître comme une faiblesse ou une liberté selon l'usage qu'on en faisait. Ce soir-là, Lucie le trouva assis sous l'auvent contemplant les champs obscurs. Sans demander la permission, elle prit place à côté de lui sur la chaise de bois habituellement vide. Elle lui demanda à quoi il pensait. « À la stratégie », répondit-il. Elle observa qu'il semblait penser à autre chose qu'à la stratégie. Romain la regarda. Elle avait une façon de voir qui mettait mal à l'aise, non parce qu'elle était indiscrète, mais parce qu'elle était précise. Il expliqua que la stratégie et les affaires personnelles se mêlaient parfois d'une manière difficile à démêler. Lucie lui demanda si ce que Ménard avait évoqué au sujet de son passé l'inquiétait. Romain tarda à répondre. Le passé lui-même ne l'inquiétait pas. Il était ce qu'il était. Ce qui l'inquiétait, c'était la façon dont d'autres pouvaient s'en servir pour modifier le présent et faire naître le doute chez ceux qui vous faisaient confiance. Lucie l'observa un instant, puis prononça des paroles qu'il n'oublierait jamais. Elle ignorait ce que contenait ce passé, mais ce qu'elle avait vu sur le chemin. Ce mardi-là, un homme qui aurait pu poursuivre sa route et qui s'était arrêté lui en apprenait davantage sur ce qu'il était que toutes les anciennes histoires. Romain ne répondit pas, mais quelque chose se remit en place dans sa poitrine, comme lorsqu'on dépose enfin une pierre que l'on portait depuis si longtemps qu'on avait oublié son poids. Le calme dura exactement 4 jours supplémentaires. Le 5e jour de la semaine accordée par Ménard s'acheva sans événement apparent. Mais, dans la nuit du 6e jour, Paul réveilla Romain avant l'aube. Il avait aperçu une lueur à la limite sud du domaine, non un grand feu, mais une lumière petite et maîtrisée, du genre de celle qu'utilisent les hommes qui veulent voir sans être vus. Romain se leva sans bruit, s'habilla dans l'obscurité, prit son fusil et sortit sans allumer de lampe. Il ordonna à voix basse à Paul d'aller réveiller Gaspard et Firmin sans faire de bruit et de leur dire de rester près des bâtiments tant qu'il ne les appellerait pas. Paul acquiesça les yeux écarquillés par cette peur jeune qui ne sait pas encore se maîtriser. Romain traversa les champs sous les étoiles. Il connaissait déjà le terrain par cœur, chaque pierre, chaque creux du sol, chaque arbre servant de repère dans l'obscurité. Il atteignit la limite sud en se glissant entre les broussailles avec cette lenteur calculée qui semblait modeste mais lui faisait couvrir beaucoup de terrain. La lueur se trouvait à une centaine de mètres de la clôture. 2 hommes étaient là. L'un tenait une lanterne dont il masquait la flamme de la main afin d'en réduire l'éclat. L'autre avançait lentement le long des piquets en regardant vers les bâtiments. Romain les observa 5 minutes sans bouger. Ils ne brisaient rien et n'entraient pas.
Il mesurait les temps, les distances, les angles, le genre de reconnaissance que l'on effectue avant une opération plus importante. L'un des deux était Ferrand. Romain le reconnut à sa manière de se déplacer à ce calme, qui ne variait ni le jour, ni la nuit. L'autre était le jeune nerveux aperçu sur le chemin avec Lucie. Cette fois, il ne paraissait pas nerveux, seulement concentré. Romain attendit qu'il commence à s'éloigner, puis sortit des fourrés et prononça le nom de Ferrand d'une voix normale sans le crier. L'effet fut exactement celui qu'il avait prévu. Le jeune homme se retourna brusquement et posa la main sur son revolver. Ferrand pivota plus lentement. Lorsqu'il vit Romain à 30 mètres, le fusil posé en travers de ses bras mais non braqué son expression, ne changea pas ce qui en disait beaucoup. Il observa qu'il était bien tard pour se promener dehors. Romain répondit qu'il pensait la même chose d'eux. Ferrand regarda la ferme dans l'obscurité puis reporta son attention sur lui. Il admirait la façon dont Romain menait la situation. Il était plus intelligent que ce que racontaient les gens. Romain répondit que les gens racontaient toujours moins qu'ils n'observaient. Ferrand sourit. C'était la première fois que Romain le voyait sourire. Ce n'était pas un sourire de joie, mais celui de deux hommes qui se reconnaissent sans nécessairement se respecter. Ménard ne les avait pas envoyés pour détruire quoi que ce soit cette nuit-là, dit Ferrand. Il s'agissait uniquement d'une visite d'observation. Romain répondit qu'il l'avait compris et que c'était la raison pour laquelle il n'avait pas tiré. Ferrand jugea cela raisonnable, puis prononça quelque chose que Romain écouta avec soin. Ménard ne désirait pas la violence. Elle coûtait cher et manquait d'élégance. Il voulait seulement qu'Étienne comprenne que ses possibilités se réduisaient et que vendre valait mieux que tout perdre. Romain répondit que cela dépendait de ce que l'on entendait exactement par perdre. « Tout finit par être perdu », répliqua Ferrand. Le monde fonctionnait ainsi. Les hommes incapables de l'accepter ne faisaient que rendre le processus plus douloureux. Romain le regarda dans la nuit. Il avait connu plusieurs hommes convaincus que le monde obéissait à une forme unique et que ceux qui refusaient de s'y soumettre devaient en payer le prix. La plupart avaient finalement découvert que le monde possédait davantage de façons de fonctionner qu'ils ne l'imaginaient. Ferrand ne répondit pas. Il resta un moment à le fixer, puis dit à son compagnon qu'il était temps de partir. Romain les suivit des yeux jusqu'à leur disparition, puis demeura à la limite du domaine écoutant les chants. Il n'y avait aucun autre mouvement. Ce n'avait été qu'une visite. Pourtant, cette visite avait confirmé deux choses. Premièrement, Ménard accélérait son plan au lieu d'attendre la semaine de répit, n'était qu'un mensonge tactique. Deuxièmement, Ferrand était plus intelligent que Romain ne l'aurait souhaité. Or, les hommes intelligents au service des puissants ne sont précisément pas le genre de problème que l'on règle par la force directe. Il fallait quelque chose de plus difficile de la patience et une manœuvre que l'adversaire ne verrait pas venir. Romain revint à la ferme et réveilla Étienne avant le lever du soleil pour lui raconter ce qu'il avait observé. Le vieil homme l'écouta la mâchoire serrée. Quand il eut fini, Étienne déclara qu'il devait prendre une décision. Attendre davantage revenait à jouer selon les règles de Ménard. Romain partageait son avis. Il avait déjà une idée, mais il lui fallait une journée supplémentaire pour la préparer. Étienne demanda de quoi il s'agissait. « C'était le genre de mouvement qui fonctionne entièrement ou ne fonctionne pas du tout », répondit Romain. La marge d'erreur était étroite. Il devait donc l'exécuter correctement. Étienne acquiesça avec dans les yeux ce mélange presque indistinguable d'espoir et de peur. Le plan de Romain était simple dans sa forme et complexe dans sa mise en œuvre. Il n'impliquait ni armes ni affrontement, seulement de l'information. Au cours des jours précédents, Bastien Barjac lui avait donné les noms des deux autres propriétaires soumis aux pressions de Ménard. Le premier, Isidore Campan, vivait à l'est de la vallée. La seconde, Madame Cécile Villeneuve, possédait des terres au nord. Veuve depuis 8 ans, elle administrait seule son exploitation avec 3 ouvriers et jouissait d'une réputation de caractère que les habitants évoquaient avec respect et une légère crainte. Romain alla les voir le même jour l'un après l'autre. Avec Isidore, il fut direct. Il expliqua qui il était, ce qu'il faisait chez les Bernard et ce qu'il proposait. Isidore, 50 ans silencieux, avait cette prudence que donne une première défaite à celui qui refuse d'en connaître une seconde. Il écouta les bras croisés, le regard fixe, puis demanda ce qu'il gagnerait à participer. La même chose que tous les autres, répondit Romain. Si Ménard obtenait une propriété, la suivante deviendrait plus facile à prendre. La meilleure façon de protéger ce qui vous appartient
consiste à empêcher votre voisin de céder, car un adversaire qui avance ne s'arrête jamais par générosité seulement devant des obstacles. Isidore réfléchit longuement, puis accepta. Avec Cécile Villeneuve, ce fut différent. Elle l'attendait devant sa maison les bras croisés et le regard ouvertement évaluateur. Elle savait déjà qui était Romain Delmas. Elle avait posé des questions lorsqu'elle avait appris son installation provisoire chez les Bernard. Ce qu'on lui avait raconté était intéressant mais pas totalement rassurant. Romain demanda ce qui la rassurait le moins. Son passé, répondit-elle. Il était un homme qui réglait efficacement les problèmes, mais qui laissait derrière lui un sillage compliqué. Romain reconnut que l'observation était juste et ne tenta pas de nier son histoire. Elle était ce qu'elle était. Mais dans ce cas précis, son projet ne dépendait pas de son histoire, seulement de son nom. Celui de Romain Delmas signifiait encore quelque chose dans la vallée. Ajouté à ceux d'Isidore Campan et de Cécile Villeneuve, il représentait une portion du territoire que Ménard ne pourrait ni ignorer, ni acheter dans le silence. Cécile l'observa longtemps, puis déclara qu'il était un homme intéressant, non comme un compliment, mais comme un diagnostic. Elle acceptait à une condition: si le plan échouait et que les choses devenaient violentes, Romain assumerait publiquement la responsabilité de ce qu'il avait déclenché. Il accepta sans hésiter. Cette nuit-là, il rédigea un document. Ce n'était pas une plainte officielle, mais quelque chose de plus précis, un relevé détaillé de tous les incidents liés aux pressions exercées par Ménard sur les 3 propriétés, avec les dates, les témoins et la description des méthodes employées. Il mentionnait l'agression de Lucie sur le chemin, la reconnaissance nocturne de Ferrand, les incendies, le bétail retrouvé mort et les noms des personnes impliquées. Le document fut établi en 3 exemplaires. Le premier parti pour Paris, adressé au journaliste que Romain avait évoqué devant Ménard, un homme bien réel nommé Émile Lissonde, qui avait publié 2 ans auparavant une enquête sur l'accaparement des terres agricoles dans le Midi, que Barjac connaissait personnellement. Le deuxième fut confié à un avocat de Mende, non pour engager immédiatement une procédure, mais afin que les faits existent entre les mains d'une personne extérieure à la vallée. Romain conserva le 3e, puis fit davantage. Il se rendit auprès du brigadier de gendarmerie, le beau-frère de l'associé de Ménard, non pour solliciter son aide, mais pour l'informer. Il choisit un matin où l'homme était seul dans son bureau et lui expliqua calmement qu'un dossier mentionnait son nom dans le contexte d'une omission délibérée de plainte, que 3 personnes extérieures à la vallée en possédaient des copies et que si quoi que ce soit arrivait à l'un des 3 propriétaires ou à leur famille, le document serait rendu public dans les 48 heures. Le brigadier devint rouge et parla d'abus d'autorité et de conséquences. Romain le laissa aller jusqu'au bout. Lorsqu'il eut terminé, il précisa qu'il ne lui demandait pas d'agir, seulement de ne pas agir contre eux, rien de plus. S'il pouvait s'engager à cette neutralité, le dossier resterait dans les tiroirs. Le brigadier garda le silence puis déclara qu'il accomplirait ce que la loi exigeait de lui. Romain interpréta cette phrase comme l'accord le plus clair que cet homme était capable de donner. Il quitta le bureau et renvoya Henri à la ferme avec un message pour Étienne. La clôture était désormais dressée. Il fallait attendre pour savoir si Ménard était le genre d'homme qui respecte les clôtures ou celui qui les écrase, car cette réponse déterminerait tout ce qui suivrait. La réaction de Ménard prit une forme que Romain n'avait pas complètement prévue. Elle ne vint pas avec la violence, mais avec un messager, un jeune homme bien vêtu qui se présenta chez les Bernard le lendemain matin, porteur d'une enveloppe cachetée adressée personnellement à M. Romain Delmas. Romain l'ouvrit devant Étienne et Lucie. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite d'une écriture précise et sans faute. Ménard écrivait bien. La lettre n'était ni une menace ni une capitulation, mais une invitation à négocier. Ménard disait respecter l'intelligence de la manœuvre de Romain. L'existence du dossier constituait un mouvement habile. Il était un homme d'affaires, et les hommes d'affaires préfèrent les solutions qui ne détruisent aucune des parties. Il proposait une réunion cette fois non dans son domaine mais en terrain neutre à l'auberge du bourg le lendemain à midi. Si Romain venait seul, lui aussi viendrait seul, et ce qui serait dit à cette table resterait à cette table. Étienne lut 2 fois la lettre et déclara qu'il s'agissait d'un piège. C'était possible, répondit Romain. Mais il était également possible que la lettre fût exactement ce qu'elle semblait être. Ménard avait peu,
être calculé que continuer les pressions lui coûterait désormais davantage que négocier. Lucie observa que même si c'était un piège ne pas se rendre à la rencontre, fournirait également une information. Ménard pourrait alors présenter le refus de Romain comme la preuve que c'était lui qui cherchait le conflit. Romain la regarda. L'argument était bon, plus subtil qu'il ne l'attendait. Étienne remarqua ce regard et ne dit rien, mais ses lèvres se serrèrent d'une manière que Romain avait appris à reconnaître comme de la fierté contenue. Ils se rendirent ensemble au bourg Romain et Étienne. Lucie resta à la ferme de son propre choix, non sur l'ordre de quelqu'un, parce qu'elle comprenait que sa présence à la réunion pourrait être utilisée comme distraction ou comme pression émotionnelle. Cela aussi était intelligent. L'auberge était presque vide à midi. Son propriétaire, un homme corpulent et discret, nommé Abel Bonneau, les accueillit avec du café et le regard de quelqu'un qui préférait ne pas en savoir trop, mais ne pouvait s'empêcher d'écouter. Ménard arriva à l'heure seul comme promis, sans ferrant ni garde visible, même si Romain supposa que des hommes attendaient dehors hors de vue. Ils s'assirent tous les trois. Étienne avait insisté pour être présent. Romain l'avait accepté, car il s'agissait de ses terres et que la décision finale lui appartenait. Ménard salua le vieux propriétaire avec une courtoisie qui n'était pas entièrement feinte. Elle contenait une forme de respect véritable, celui que des adversaires de longue date éprouvent pour ceux qui ont résisté plus longtemps que prévu. Puis Ménard alla droit au but. Il avait reconsidéré sa position. Les terres d'Étienne Bernard étaient précieuses, mais elles n'étaient pas les seules bonnes terres disponibles dans le nord de la région. D'autres projets pouvaient recevoir ses capitaux. Si poursuivre ici coûtait davantage que cela ne rapportait, il pouvait détourner son intérêt. En échange, toutefois, il exigeait quelque chose. Étienne demanda quoi? Ménard voulait le droit d'utiliser le ruisseau de Fontclair, ce petit cours d'eau qui longeait la limite sud de la propriété Bernard et alimentait en partie le réseau d'irrigation de son propre domaine. Il ne demandait pas la terre, seulement une servitude de prise et de passage d'eau établie par un contrat régulier et compensée chaque année par un paiement équitable en francs. Romain regarda Étienne. Le vieil homme avait la mâchoire serrée. Pour la première fois, Ménard plaçait sur la table une demande concrète et limitée au lieu d'exiger l'ensemble de la propriété. Romain lui demanda s'il affirmait qu'en échange de ce droit d'eau, son intérêt pour les terres Bernard cesserait complètement. Ménard répondit que oui. Sa parole et un acte signé devant notaire le garantiraient. Étienne observa son café, puis Romain, puis Ménard, et déclara qu'il lui fallait du temps pour réfléchir. Ménard le comprenait. Il lui accordait 3 jours. Passé ce délai, l'offre serait retirée. Ils quittèrent l'auberge sous le soleil de midi. Étienne marcha en silence jusqu'à ce qu'il soit hors de portée des oreilles indiscrètes. Alors, il dit qu'il ne faisait pas confiance à Ménard et ne lui avait jamais fait confiance. Un simple droit de passage d'eau pouvait sembler minime, mais dans cette vallée, l'eau était du pouvoir. Celui qui la contrôlait exerçait une influence sur la terre même sans en être propriétaire. Romain répondit qu'il avait raison. Le contrat devrait être lu avec une extrême attention. Les conditions de la servitude importaient autant que l'accord lui-même. Si elles étaient limitées précises et révocables, la proposition pourrait devenir acceptable. Peut être admis Étienne. Pourtant, autre chose le dérangeait. Ménard s'était retiré trop proprement. Les hommes comme lui ne changeaient pas de direction à cause de quelques dossiers et d'un journaliste. Il s'était produit autre chose et Étienne voulait savoir quoi. Romain garda le silence un instant, puis reconnut que la question était juste et qu'il se posait la même. La capitulation de Ménard, si c'en était, une avait été trop ordonnée et trop rapide. Or, les changements soudains chez les hommes puissants ne viennent presque jamais seuls. Ils cachent généralement une seconde couche que l'on ne voit pas encore. La réponse arriva le lendemain exactement de l'endroit où Romain l'attendait. Bastien Barjac se présenta avant l'aube, son cheval couvert de poussière et le visage d'un homme qui apporte des nouvelles sans savoir si elles sont bonnes ou mauvaises. Assis dans la cuisine, une tasse de café entre les mains, il raconta ce qu'il avait appris au bourg. La veille, au soir, Ferrand et Ménard s'étaient violemment disputés suffisamment fort pour que 2 employés du domaine les entendent puis soient incapables de garder le silence. Ferrand avait déclaré que reculer constituait une erreur.
Céder devant un fermier boiteux et un vieil homme sans fortune envoyait le mauvais message au reste de la vallée. Si Ménard renonçait ici, les autres propriétaires soumis à ces pressions prendraient courage. Ménard avait répondu que le problème n'était pas stratégique mais pratique. Le dossier de Romain représentait un risque réel. Émile Lissonde avait déjà commencé à poser des questions depuis Paris. Le moment où l'on pouvait exercer une pression brutale était passé. Il fallait attendre de meilleures circonstances. Ferrand avait refusé cette conclusion. Il s'était proposé de régler définitivement le problème d'Elmas, après quoi tout le reste se résoudrait de lui-même. Ménard lui avait interdit d'agir. Il ne voulait pas de ce genre de solution et estimait qu'ils avaient déjà connu assez de complications. Ferrand avait quitté la discussion sans répondre et personne au domaine ne savait où il se trouvait depuis. Romain écouta sans interrompre. Lorsque Barjac eut terminé, un silence tomba sur la cuisine et tous ceux qui étaient présents le comprirent de la même manière. Ferrand agissant pour son propre compte était plus dangereux que Ferrand obéissant à des ordres. Lorsqu'il recevait des instructions, il avait des limites. Livré à son initiative et à son orgueil blessé, il n'en avait plus aucune. Étienne proposa d'avertir le brigadier. Romain répondit que la gendarmerie ne les aiderait pas. Sa visite avait permis de neutraliser le brigadier, non de le transformer en allié. Lucie déclara qu'il devait donc se préparer, et que se préparer signifiait découvrir quand et comment Ferrand agirait avant qu'il ne le fasse. Romain la regarda, puis lui demanda si elle savait autre chose à son sujet, quelque chose qu'elle n'avait pas encore raconté. Lucie hésita. C'était la même petite hésitation réelle, bien que presque imperceptible, qui avait précédé sa réponse sur la mort de sa mère. Romain attendit. Elle révéla qu'au terme de sa visite 3 semaines plus tôt, lorsqu'il était venu en plein jour le chapeau à la main, Ferrand lui avait murmuré une phrase qu'elle n'avait jamais répétée à son père. Étienne venait de rentrer dans la maison. Ferrand lui avait dit qu'il connaissait mieux que quiconque la route du bourg, qu'il savait exactement à quelle heure elle partait chaque mardi et quand elle revenait, et que c'était le genre d'information que l'on accumule presque sans le vouloir. Quelque chose de froid et de parfaitement clair se mit en place dans l'esprit de Romain. Le chemin de terre. Le mardi. Les 3 hommes qui attendaient. Ce n'avait pas été un acte spontané. Ferrand l'avait préparé avant même que Ménard ne l'envoie chez les Bernard avec son chapeau et ses manières courtoises. La première visite avait été une reconnaissance. Le mardi sur le chemin en avait été le résultat. Qu'il eût organisé cela seul, ou avec l'autorisation tacite de Ménard, ce qu'il pouvait désormais faire, sans aucun ordre, risquait d'être bien pire. Romain se leva. Il demanda à Étienne de faire dormir Lucie cette nuit-là dans la petite chambre du fond, plutôt que dans la sienne. Il ordonna à Gaspard et Firmin de doubler la garde par tour de 2 heures et à Paul de surveiller les chevaux, car lorsqu'on veut immobiliser une ferme, les montures sont souvent la première cible. Il dit à Henri que si quelque chose se produisait avant l'aube et qu'il ne pouvait le maîtriser, il devait monter immédiatement et gagner la propriété de Cécile Villeneuve, qui saurait quoi faire. Puis il sortit sous l'auvent et regarda les champs tandis que l'après-midi commençait à fraîchir. Lucie le rejoignit et demanda s'il pensait que Ferrand viendrait cette nuit-là. Il n'en savait rien. Ferrand était imprévisible précisément parce qu'il était intelligent. Les hommes intelligents évitent l'évidence, mais ils n'attendent pas indéfiniment une fois qu'ils ont pris une décision. Lucie resta un moment près de lui. Elle voulait lui dire quelque chose qu'elle n'avait jamais dit. Depuis ce mardi sur le chemin, depuis qu'il s'était arrêté, alors qu'il aurait pu continuer, elle avait beaucoup réfléchi à la raison de son geste. Elle en était arrivée à cette conclusion: certaines personnes pouvaient contempler la souffrance d'autrui sans que rien ne change en elles. Chez d'autres, cette souffrance allumait un feu qu'elles étaient incapables d'éteindre même lorsqu'elles l'auraient voulu. Romain appartenait à la seconde catégorie. Ce n'était pas une faiblesse, mais la manière la plus difficile d'être fort. Romain ne répondit pas cette fois non parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce que certaines paroles se reçoivent mieux dans le silence. Et tandis que la vallée s'assombrissait et que le vent se levait dans les herbes sèches, il attendit avec ce calme exercé des hommes qui connaissent déjà le prix des longues nuits. Il ignorait que Ferrand était en mouvement. L'homme arriva après minuit accompagné du jeune nerveux et d'un 3e homme que Romain ne connaissait pas. 3 hommes ne venaient pas négocier. Leur manière d'avancer le disait collé aux ombres sans lanterne, économisant chaque jet posté à l'extrémité nord de l'encre.
Il fit exactement ce que Romain lui avait ordonné, 2 sifflements brefs, le signal convenu. Romain était éveillé. Il l'avait été toute la nuit, non par angoisse, mais par calcul. Il se leva, prit son fusil et sortit par la porte arrière. Firmin occupait déjà une position dans la grange d'où il dominait presque toute la cour centrale. Paul se trouvait auprès des chevaux qui, heureusement, n'avaient pas encore donné l'alarme. Henri était resté dans la maison avec l'ordre de ne pas sortir et de protéger Étienne et Lucie. Ce qui se produisit au cours des 20 minutes suivantes fut rapide, tendu et ne se termina tout à fait comme aucun des deux camps l'avait prévu. Ferrand et ses compagnons franchirent la limite ouest avec l'intention évidente d'atteindre la maison principale. Ils ne venaient pas voler. Ils venaient infliger le genre de dégâts qui servent de message. Le nerveux fut le premier à remarquer Gaspard. Lorsque celui-ci sortit de l'ombre de l'enclos, fusil de chasse en main, et leur ordonna de s'arrêter, le jeune homme réagit exactement comme Romain l'avait anticipé par impulsion avant de réfléchir. Il dégaina. Gaspard ne tira pas, il se jeta au sol. La balle passa trop haut et brisa en deux le calme de la nuit. Dans la grange, Firmin se montra et épaula son fusil. Le troisième homme inconnu de Romain s'immobilisa net et leva les mains. Il se révéla le plus raisonnable des trois en une seconde. Il avait décidé qu'on ne le payait pas assez pour mourir avant l'aube sur les terres d'un autre. Ferrand lui ne leva pas les mains et ne s'arrêta pas. Il se déplaça latéralement pour chercher un angle, évaluant la situation avec cette froideur qui fonctionnait aussi bien dans l'obscurité qu'en plein jour. C'est alors que Romain parla depuis le côté de la maison. Il se tenait là, le fusil braqué, la voix parfaitement calme. Il ordonna à Ferrand de regarder autour de lui et de compter 4 positions le couvraient. L'homme à l'ouest avait déjà levé les mains parce qu'il était intelligent. Le nerveux n'avait blessé personne, mais son coup de feu lui créait un problème supplémentaire. Tout ce qui se produirait désormais serait ajouté au dossier détenu par 3 personnes hors de la vallée. Et si Ferrand continuait à bouger, Romain ne viserait pas les jambes. Ferrand s'arrêta. Il ne leva pas les mains tout de suite. Il lui fallut une seconde. Cette seconde contenait tout ce qu'il était: le calcul, la résistance, l'ultime évaluation des probabilités. Puis, avec une lenteur qui était sa manière de ne pas capituler complètement, il leva les bras. Romain s'approcha sans abaisser son arme et lui ordonna de laisser tomber son revolver. Ferrand obéit. Ses yeux ne contenaient aucune peur. Il ressemblait aux yeux d'un homme qui archive des informations, le visage de Romain, ses gestes, ses choix, tout ce qui pourrait servir lors d'une conversation future qui n'aurait pas lieu cette nuit. Romain lui dit qu'il allait repartir avec ces 2 hommes. Il ne les attacherait pas et ne les remettrait pas au brigadier, car cela ne servirait à rien, et ils savaient tous deux pourquoi. Mais l'intrusion et le coup de feu seraient ajoutés au dossier. S'ils revenaient, leur prochaine conversation ne se déroulerait pas avec des mots. Ferrand le regarda longtemps, puis déclara que Romain était un homme intéressant. Il employa exactement le même ton que Cécile Villeneuve, celui d'une observation clinique. Ensuite, il se détourna lentement et rassembla ses compagnons. Le nerveux était encore debout, mais ses mains tremblaient. Le troisième reculait déjà, vers la limite du domaine. Tous 3 disparurent dans l'obscurité. Étienne sortit de la maison lorsqu'il entendit le silence se prolonger. Il regarda la cour, ses hommes, puis Romain, et demanda si tout le monde allait bien. Tout le monde allait bien. Lucie apparut derrière son père, un fusil de chasse entre les mains. Romain la regarda. Lucie expliqua qu'Henri avait essayé de l'empêcher de sortir et n'y était pas parvenu. Étienne la regarda sans parler, avec sur le visage ce mélange de peur paternelle et de fierté impossible à dissimuler complètement. Personne ne dormit beaucoup durant le reste de la nuit. Mais lorsque le soleil se leva sur la vallée, la ferme Bernard était toujours debout, et pour l'instant cela suffisait. Ce qui suivit fut plus lent que l'affrontement, mais tout aussi décisif. Ménard apprit nécessairement ce qui s'était passé. Les petites vallées ne conservent pas longtemps leur secret, et la façon dont il utilisa cette information acheva de définir publiquement son caractère. Il renvoya Ferrand non discrètement, mais de manière visible. Il fit répandre la nouvelle que son homme de confiance avait agi de sa propre initiative, que ses méthodes ne reflétaient pas les valeurs du domaine, et que lui, Auguste Ménard, était un homme d'affaires, non un homme de violence.
C'était une manœuvre politique, une façon de couper la corde avant que le poids ne l'entraîne vers le bas. Mais aussi à sa manière tortueuse, un signal Ménard avait décidé que cette propriété particulière ne valait plus le coup qu'elle commençait à accumuler. 3 semaines plus tard, Émile Lissonde publia un article. Il ne nommait pas directement Ménard, mais décrivait avec précision le système de pressions exercées sur plusieurs petits propriétaires des Cévennes. Il citait des incidents concrets, s'appuyait sur des sources anonymes et se terminait par 2 questions laissées en suspens qui bénéficiaient de la concentration des terres dans cette région et par quelle méthode la rendait-on possible avec la complicité du bourg. L'article passa de main en main. Le brigadier lut son exemplaire en silence avant de le plier soigneusement. Isidore Campan envoya un message à Romain, les hommes de Ménard avaient cessé d'apparaître près de ses limites. Cécile Villeneuve fit porter un fromage accompagné d'un billet très bref, résultat acceptable, quoique incomplet. Romain sourit en le lisant. C'était exactement le genre de réponse qu'il attendait d'elle. Étienne signa finalement l'acte relatif au droit de passage de l'eau. L'avocat de Mende rédigea un contrat aux conditions précises et limitées. La redevance annuelle libellée en francs était juste. La durée fut fixée à 10 ans, renouvelable uniquement par accord mutuel. Et l'avocat insista pour ajouter une clause essentielle, tout manquement aux conditions ou toute nouvelle pression exercée sur les terres Bernard pendant la validité du contrat entraînerait son annulation automatique. Ménard signa sans objection apparente. Cela pouvait signifier qu'il acceptait sincèrement les termes ou qu'il savait déjà que des conditions aussi précises offraient parfois des chemins détournés à qui avait le temps d'attendre. Romain en parla avec Étienne. Le vieil homme savait que ce n'était pas une victoire définitive. Les hommes comme Ménard ne disparaissaient pas, ils attendaient. Mais disposer de temps n'était pas la même chose que ne pas en avoir. Avec du temps, on pouvait bâtir. Ces terres lui appartenaient toujours, sa fille était saine et sauve, et c'était ce qui comptait aujourd'hui. Romain demeura encore 2 semaines à la ferme, non parce qu'un danger immédiat subsistait, mais parce qu'il restait des choses à accomplir. Les clôtures renforcées devaient être inspectées. Le système de garde devait retrouver une forme normale. Et Gaspard s'était révélé bien plus capable que son silence ne le laissait croire. Romain passa du temps avec lui pour lui enseigner non seulement la défense, mais le commandement, lire une situation avant qu'elle ne devienne une crise, donner des ordres, sans provoquer la panique, conserver le calme des hommes placés. Sous sa responsabilité, lorsque le sien était mis à l'épreuve. Pendant ces 2 semaines, quelque chose se transforma doucement dans la ferme d'une manière difficile à nommer. Étienne commença à appeler Romain par son prénom, alors qu'auparavant il disait toujours « Monsieur Delmas ». Paul ne se montrait plus nerveux en sa présence et lui posait des questions sans rapport avec le conflit, ces questions d'un jeune homme qui cherche un modèle chez quelqu'un qu'il admire sans vouloir l'avouer. Quant à Lucie qui avait toujours été directe, elle changea elle aussi. Non en devenant plus silencieuse, mais plus présente. Sa manière d'occuper le même espace que Romain n'était plus tout à fait la même sans urgence, sans attente, formulée simplement avec une présence consciente de ce qu'elle était et qui n'avait pas encore besoin de ce « non ». Un après-midi 2 jours avant la date à laquelle Romain avait décidé de repartir, ils réparaient ensemble une portion de clôture, travaillant en silence sous un soleil encore haut. Lucie enfonça un piquet, essuya ses mains sur son tablier et lui demanda sans le regarder s'il reviendrait un jour après son départ. Romain poursuivit son travail un moment. Il n'en savait rien, répondit-il. Sa ferme l'attendait et il avait laissé pendant plusieurs semaines des tâches sans surveillance. Lucie acquiesça. C'était une réponse honnête. Elle aimait les réponses honnêtes même lorsqu'elles n'étaient pas celles que l'on espérait. Romain la regarda. Ses cheveux étaient attachés. Une trace de poussière marquait sa joue gauche et elle portait cette expression qui lui était propre à la fois calme et totalement attentive. Il lui dit qu'il existait une autre sorte de réponse honnête, celle qui consiste à reconnaître qu'on ignore ce que l'on veut faire tant qu'on n'a pas mieux compris ce que l'on possède déjà. Lucie le regarda, puis sourit. Pas un grand sourire, mais un sourire petit et vrai qui ne promettait rien et ne fermait aucune porte. Ils reprirent leur travail dans le silence, tandis que le soleil descendait sur les herbes sèches de la vallée. Romain partit un jeudi matin, sans cérémonie ni discours.
C'était sa manière de faire. Étienne l'attendait sous l'auvent, la main tendue. Ils se la serrèrent avec force comme ces hommes qui disent dans une poignée tout ce qu'ils ne savent pas formuler. Le vieil homme ne prononça qu'une phrase, la terre se souvenait de ceux qui la défendaient. Ce n'était pas de la poésie, mais la vérité la plus simple qu'il connaissait. Romain acquiesça. Gaspard et Firmin se tenaient près de l'enclos. Ils levèrent la main au même instant, sans s'être concertés. Paul lança son adieu avec une rapidité qui révélait précisément qu'il cherchait à ne pas devenir sentimental. Henri, qui ne craignait pas de montrer son émotion, remit à Romain une copie du registre tenu pendant ces semaines. Il lui appartenait, affirma-t-il plus qu'à quiconque. Lucie n'était pas sous l'auvent lorsque Romain monta sur sa mule. Elle apparut sur le côté de la maison alors qu'il s'apprêtait déjà à partir tenant dans ses mains un mouchoir noué contenant de la nourriture pour le chemin. Elle le lui donna sans théâtralité. Romain le prit. Ils se regardèrent durant un instant qui dura plus longtemps que les instants ordinaires. Puis, Romain lui demanda de prendre soin du vieil homme. Elle répondit qu'elle l'avait toujours fait. Ensuite, avec cette franchise qui concentrait tout son caractère, en une seule phrase, elle ajouta qu'elle espérait qu'il prendrait également soin de lui, car le monde avait besoin de davantage d'hommes capables de s'arrêter lorsqu'ils entendent un cri. Romain ne répondit pas mais ne détourna pas tout de suite les yeux. Dans cet espace suspendu entre les paroles et le mouvement, quelque chose passa qu'ils comprirent tous deux sans avoir besoin de lui donner un nom. Il reprit la route de sa ferme sous un ciel limpide. La mule avançait lentement, comme toujours. La vallée s'étendait de part et d'autre avec cette beauté sèche et rude qui ne demandait aucune admiration, mais la recevait malgré tout. Romain repensa aux semaines écoulées, non exactement avec nostalgie, mais avec cette façon particulière qu'ont les hommes solitaires d'examiner ce qu'ils ont vécu. Ils séparent ce qui fut utile de ce qui fut douloureux et découvrent parfois qu'il s'agissait de la même chose. Il pensa à Ferrand, qu'il n'avait pas revu depuis la nuit de l'intrusion. Barjac lui avait appris que l'homme avait quitté la vallée. Quelqu'un l'aurait vu partir travailler dans un autre département. Les hommes de son espèce trouvent toujours un nouveau maître. Romain le savait. Il savait aussi que les chemins du Midi étaient plus courts qu'ils n'en avaient l'air, et qu'il était possible que ce nom réapparaisse un jour. Mais les problèmes futurs appartenaient au futur, les problèmes présents au présent, et le présent pour la première fois depuis longtemps était en ordre. Il atteignit sa ferme, à la fin de l'après-midi, descendit de la mule avec son mouvement lent, et calculé lui retira la selle, lui donna de l'eau, et la conduisit dans l'enclos. Puis il entra dans la maison. Tout était exactement comme il l'avait laissé, l'ordre silencieux d'un homme qui vit seul, et retrouve chaque objet à sa place, parce que personne ne le déplace. Pourtant quelque chose avait changé. Non d'une manière spectaculaire, non comme ces transformations qui s'annoncent elles-mêmes, mais de cette façon tranquille dont une tension se relâche sans que l'on puisse indiquer l'instant précis où cela s'est produit. Il s'assit sous l'auvent avec un verre d'eau et regarda les champs se teinter d'or dans la lumière du soir. Il pensa à ce que Lucie avait dit des personnes chez lesquelles la souffrance des autres allume quelque chose qu'elles ne peuvent pas éteindre. Pendant des années, il s'était répété que c'était son problème, que le fait de s'engager lui avait tout coûté sa jambe. Élise les années de solitude. Mais assis là, un verre à la main, et la vallée silencieuse devant lui, il se demanda s'il n'avait pas regardé les choses à l'envers. Ce n'était peu, être pas son engagement qui lui avait coûté si cher, mais la façon dont le monde traitait ceux qui s'engageaient. Or, il s'agissait de deux choses entièrement différentes, l'une dépendait de lui, l'autre non. Dans les jours suivants, Romain reprit la routine de sa ferme, avec son calme habituel. Mais il fit aussi quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il écrivit à Étienne Bernard une lettre courte, dépourvue d'ornement. Si un jour il avait besoin d'un conseil, ou si la situation avec Ménard changeait, il devait lui faire parvenir un mot. Le chemin entre les deux propriétés n'était pas si long. 3 jours plus tard, Paul emporta la lettre au bourg. Le jeune homme était devenu le messager naturel du groupe, sans que personne ne lui eût jamais confié officiellement ce rôle. Cela s'était fait tout seul comme naissent les choses qui ont du sens. La réponse d'Étienne arriva 1 semaine plus tard, tout aussi brève. La ferme allait bien. Le bétail reprenait des forces. Gaspard était désormais le régisseur de fait et s'en acquittait convenablement. Lucie demandait si Romain était rentré sans difficulté.
Et tout en bas, dans l'écriture ronde et ferme du vieil homme, une dernière ligne. La terre se souvient de vous, elle aussi. Romain replia la lettre et la rangea dans le tiroir où il conservait les rares choses qu'il ne voulait pas perdre. Il sortit ensuite sous l'auvent et contempla le chemin de terre qui partait vers le nord, le même genre de chemin qui, un mardi d'été, avait remis en mouvement quelque chose demeuré immobile en lui pendant des années. Il ne savait pas encore s'il retournerait bientôt chez les Bernard. Il ignorait si ce qui avait commencé à se construire entre Lucie et lui, dans leur silence partagé, était une chose que le temps et la distance laisseraient grandir, ou une possibilité destinée à rester dans cet espace sans nom où vivent les sentiments qui n'ont pas encore osé devenir autre chose. Mais debout sous l'auvent tandis que le soleil descendait et que les champs se taisaient, il sut quelque chose de plus simple. Il s'était arrêté lorsqu'il avait entendu un cri. Il n'avait pas poursuivi son chemin. Et cette décision prise en une seconde, sur une piste couverte de poussière, lui avait rendu quelque chose qu'il croyait perdu pour toujours. Pas exactement la paix, mais la certitude qu'il était encore capable de choisir l'homme qu'il voulait être. Tant que cette capacité demeurerait en lui, elle suffirait pour continuer. Oui,